L'établissement Clément Bayard, ça a été les premières automobiles, les premières bicyclettes, etc., avait une usine de Rosely à Grenoble. Alors c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Grenoble. Et alors que je désirais préparer Saint-Cyr, parce que je voulais être officier, je me suis trouvé à Grenoble alors qu'il n'y avait plus de Saint-Cyr, et par conséquent, j'ai abandonné mon projet de devenir officier. C'est pour ça que plus tard j'ai fait l'école des cadres et que je suis quand même sorti officier de l'école des cadres du Maquis. Voilà, alors c'est comme ça que je suis grenoblois depuis 1940. Est-ce que vous avez réussi à refaire après votre vie facilement? Est-ce qu'on peut refaire sa vie facilement Oui, après ce qui s'est passé. Ça dépend des caractères. J'ai des camarades qui ont eu des difficultés pour le faire. J'ai même un des camarades très cher de Bruneval, qui est mort maintenant, et dont la femme me disait « Il agace tout le monde parce qu'il parle que de ça ». Moi, j'en parlais pas. Ma femme était au courant, mes enfants étaient au courant, mais enfin, c'était la guerre, bon, sans plus. Alors, moi, j'ai pas eu beaucoup de problèmes de réinsertion, parce que j'ai un caractère, bon, je pense, heureux, je suis optimiste, je pense toujours que les choses vont s'arranger, même si elles ne s'arrangent pas toujours. Et c'est peut-être pour ça, comme a dit l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que vous en êtes sortis. Probablement en partie. Parce que la résistance dans le camp, je parle de la résistance individuelle, était très liée au mental et par conséquent au moral. Je crois que c'est ça qui faisait la différence. Ah, il y a eu un coup de coude là. Hein. Vous aviez quel âge lorsque vous avez été arrêté? Pardon? Vous aviez quel âge lorsque vous aviez été arrêté? Eh bien, c'était en 1943, j'avais 22 ans, je suis né en 1921. Ça doit vous paraître à peu près du temps des dinosaures. Hein. Mais enfin, il y a des dinosaures qui vivent encore. Oui. Monsieur, comment vous avez pu retrouver du travail? Les patrons qui voulaient vous engager, ils vous engageaient plus facilement ou au contraire? Quand vous avez voulu retrouver du travail après? Ah, après? Non, mais non, il n'y avait pas de différence. Mais vous êtes beaucoup plus intéressé, vous, à votre âge, par la résistance et la déportation que n'étaient les jeunes il y a en 1945, 45, 46, 40. Beaucoup moins. On en parle beaucoup plus maintenant qu'on en parlait à l'époque. Alors, moi j'étais à l'Institut des sciences techniques, bon, j'ai continué mes études d'ingénieur, sans problème particulier, je suis sorti ingénieur, et il se trouve que j'aimais faire du théâtre amateur. Et j'ai rencontré une jeune fille qui m'a plu. Ben, elle est plus jeune. D'accord. Je me suis marié, j'ai eu 6 enfants, il y a 18 petits-enfants, 20 arrière-petits-enfants. C'est le bonheur. Quand vous êtes revenu, comment vos proches, votre famille, ils ont réagi? Comment ils vous ont accueilli? Pardon, quand je suis revenu, Comment vos proches, votre famille, ils vous ont accueilli? Ils ont ma réagi? famille, vous savez, c'était très simple, j'avais que ma mère. Mon grand-père était mort pendant que je faisais de la résistance, je n'ai même pas pu aller à son enterrement. Mon père a été arrêté un peu après moi par la Gestapo sur une dénonciation.
Il est arrivé à Compiègne, on est arrivé à Compiègne ensemble, on a été au Fort Montluc ensemble, mais on ne savait pas qu'on y était. Moi j'étais dans une cellule, lui il était dans le réfectoire. Pour ceux qui connaissent Montluc, c'est un peu différent. On s'est retrouvés dans le train qui nous a amenés à Compiègne, qui était le centre de rassemblement. Après, on partait en Allemagne en partant de Compiègne. Et il est allé avec moi, on est arrivés ensemble au camp. Moi, quand on m'a demandé ce que je faisais, j'ai dit je suis électricien, je suis ingénieur électricien. J'ai un peu menti, parce que je n'étais pas encore ingénieur à l'époque. Mentir à des Allemands, c'est pas un problème, c'est pas un péché grave. Mon père, lui, il a dit je suis directeur financier. Les Allemands avaient intérêt à me garder parce que j'étais considéré comme un spécialiste. Et lui, directeur financier, il s'en foutait, qu'est-ce qu'ils avaient en faire. Alors il est parti dans le commando dont vous avez pu voir, peut-être dans le musée en bas, Dora. Dora était au nord de Buchenwald, à une centaine de kilomètres, à côté d'une ville qui s'appelle Nordhausen. C'était 2 tunnels qui existaient auparavant, c'était des carrières. Et quand les Anglais ont bombardé l'usine qui fabriquait les V2 à Penmoon, sur les bords de la Baltique, dans le nord, au-delà de la Prusse orientale, les Allemands ont dit on va rapatrier notre usine en souterrain pour être à l'abri. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de mettre en œuvre, d'utiliser les 2 tunnels qui existaient, mais qui n'étaient pas aux normes pour une usine. Alors il fallait les agrandir, enfin, passons sur les détails. Mon père a été un des premiers à entrer dans cet enfer de Dora, parce qu'il n'y avait pas de camp à l'époque. Alors donc on a vu les détenus dans les tunnels, une porte, ils y sont restés jusqu'à leur mort. Ils n'ont pas mis les pieds dehors. Ils étaient dans une atmosphère à 12 degrés, humidité 90% d'humidité. Les gens tenaient grosso modo entre 3 et 4 mois. Mon père est entré en novembre, il est mort en février 1944. Autrement dit, il a tenu 3 mois. Voilà, c'était un des camps, des commandos de Buchenwald, lequel est devenu après un camp à part entière, c'est-à-dire un camp à part entière. Il y avait des SS, il y avait des casernes, il y avait des baraquements, et il y avait un crématoire. Mon père est mort, mais n'a pas été brûlé à l'époque là-bas, parce qu'il n'y avait pas de crématoire. Il les transportait les morts tous les jours, de Nordhausen à Buchenwald. Mon père a été incinéré. Comment vous avez su pour votre père? Je sais pas, comment vous avez su pour votre père, parce que vous faisiez de la résistance? Pourquoi j'ai fait Comment vous avez su pour votre père? Premièrement, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, à vos camarades, résister, c'est d'abord une affaire de... C'est dans la tête. Hein. On résiste ou on ne résiste pas. On a la volonté de résister ou pas. C'était pas facile pour des tas de gens de résister. Il y avait des risques. Quand on est chef de famille, qu'on a une famille à nourrir, etc., ça pose des problèmes différents de ceux que pouvaient ressentir des jeunes comme moi. J'étais libre, je n'avais pas de famille à part mon père et ma mère, mais je n'avais pas encore créé de famille, par conséquent j'étais beaucoup plus libre. Et ce qui a fait le succès des maquis après, c'est la loi allemande qui a créé le service du travail obligatoire. À partir du moment où on a imposé aux jeunes d'aller en Allemagne au service STO, beaucoup ont refusé à ce moment-là et ça alimentait
les maquis. Ça a été une des dates qui a permis, c'est une loi allemande qui a eu un peu l'effet contraire de ce qu'elle désirait. Certains sont malheureusement partis en Allemagne, mais beaucoup d'autres ont rejoint le maquis. Et c'est comme ça que je suis entré dans la résistance active, alors que je faisais de la résistance, distribution de tracts, etc., distribution des journaux clandestins, c'est de la résistance, bien sûr. Enfin, c'est pas une action directe. Les actions directes, je les ai faites quand j'ai quitté Jeunesse et Montagne parce que deux de mes camarades souhaitaient ne pas aller travailler en Allemagne. Et comme, bien sûr, je n'ignorais pas que mon père faisait de la résistance, parce que on ne disait pas exactement ce qu'on faisait, il ne me disait pas ce qu'il faisait. Et moi, il savait grosso modo ce que je faisais, mais il n'allait pas dans le détail. Parce que c'était quand même le plus possible qu'il a donné pour que... Ah, je vais boire un coup.